Et une nouvelle invitée, j'ai le plaisir d'accueillir Agathe Bousquet, présidente de Publicis France. Merci d'être avec nous, Agathe. Merci à vous. On passe des petites nuits à Cannes, surtout quand on reçoit des prix. Gros carton hier soir, encore une fois, pour le groupe Publicis France et vos agences, que ce soit Publicis Conseil avec un grand prix pour le cas AXA, un gold en B2B pour Renault, des récompenses à l'appel pour Marcel, pour Saatchi, des shortlists pour Publicis Luxe. Quel bilan là vous faites des Cannes Lions? D'abord, je fais dès le départ pour la France, toute agence et tout groupe confondu, ça a démarré très fort dès lundi avec les agences événementielles qui ont été félicitées pour la cérémonie des JO. Et c'est vrai que ce qu'on voit, c'est que tous les soirs, la France est présente. Et ça, pour nous, ça compte. La ACC, toutes les agences qui participent à Cannes, ça compte pour nous que la créativité française soit reconnue dans un monde dans lequel, on le voit ici, on est quand même très dominé par l'international. Donc on se fait une petite place. L'extérieur, les places, c'est pas le palais. Hein. Non, ça c'est sûr. Et du coup, le bilan pour Publicis, vous l'avez dit, sur la France, il est bon. On est très content. Et je pense surtout que c'est pas fini parce qu'il reste encore 2 soirées et les plus beaux prix sont à venir. Nous, chez Publicis Conseil, donc on était agence de l'année dernière. C'est vrai que notre objectif, c'est d'avoir le premier titanium français de l'histoire, puisque personne n'a jamais eu ça en France. Et c'est un prix qui est très prestigieux. Le titanium, on rappelle, il faut avoir été primé l'année précédente pour l'avoir. Oui, mais surtout, c'est le jury des jurys. C'est surtout ça qui compte. C'est-à-dire et c'est le plus dur, c'est le plus exigeant. C'est des idées qui doivent être extrêmement rupturistes, qui changent véritablement les choses. C'est vraiment un jury extrêmement sévère. Donc, on verra si on est capable cette année. On a des shortlists, donc on a des chances. On verra si cette année, on arrive à remporter. Mais ce qui est vrai, c'est que je suis très contente pour Saatchi parce qu'ils ont eu 2 lions et c'est vrai qu'ils reviennent vraiment sur le terrain de la création. Je suis ravie pour Marcel qui a déjà 4 lions, c'est formidable. Et puis vous conseille avec Renault, avec AXA, en effet 11 lions déjà, dont un grand prix hier pour AXA, qui est une campagne que j'aime particulièrement parce que ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur le dispositif avec AXA pour faire en sorte de reloger les femmes en situation de violence conjugale. Au-delà évidemment de valoriser des équipes qui travaillent très dur toute l'année, on sait que c'est dur de créer, de surprendre les annonceurs, le public avec des campagnes. Qu'est-ce que ça apporte d'être primé au Cannes Lions, en fait, pour une agence? Je crois que notre métier de la création, c'est un métier de performance. Et c'est un métier qui a une valeur énorme. Une campagne qui est très bien faite, une campagne qui touche les gens, une campagne qui est utile, qui est primée, qui est reconnue. C'est une campagne qui finalement va faire bouger des lignes. Alors ça peut être des lignes sociétales, ça peut être des lignes de business, mais ça fait bouger l'entreprise. Donc ça a une énorme valeur et c'est très dur à trouver. D'autant plus quand on voit les millions de contenus qui sont produits chaque jour, il faut passer le mur du son et quand même être capable d'intéresser les gens. Donc finalement, juger la performance d'une campagne, juger l'impact d'une campagne, juger comment une campagne peut être créative et toucher les gens, ça a du sens dans notre métier en termes de valeur aussi économique. Et l'année dernière, on a été Agency of the Year et c'est vrai qu'on a eu avec Publicis Conseil et c'est vrai que Publicis Conseil a pris une place sur la scène internationale qui fait que on a grâce à ça accès à des appels d'offres et on a une reconnaissance qui nous permet d'avoir accès à des appels d'offres qui sont beaucoup plus internationaux. Et ça, je pense que ça aussi, ça a une valeur économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des comptes qu'on a gagnés parce qu'on avait été repérés, identifiés. Ça se fait. En France, on connaît bien nos agences. Mais à l'international, les annonceurs, ils regardent quelles sont les choses qui leur ont plu, quels sont les créatifs qui ont fait les trucs les plus intéressants. Et aujourd'hui, Marco Venturelli, il a été repéré par beaucoup d'annonceurs comme pouvant avoir une vraie valeur dans sa manière d'approcher la création. Donc c'est un lieu de business aussi pour l'année 2026-2027 et les prochains. C'est un très bon investissement. C'est un très bon investissement. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de clients qui sont là. Il y en a jamais eu autant. Il y a énormément de CEO. Il y a beaucoup évidemment de directeurs marketing. C'est un lieu aussi où on s'inspire, où on prend des idées, où on voit des innovations. C'est un investissement pour la suite et pour progresser. On a vu que la ACC et Kantar ont présenté une étude qui disait que la publicité créative, c'était bon pour l'économie aussi. On parlait d'un point de PIB perdu si on n'était pas créatif. Ça vous a étonné ce chiffre-là ?
Alors d'abord, je voudrais vraiment remercier Kantar parce que la ACC et avec Média Figaro, ils font des choses chaque année qui rappellent la valeur, en effet, business et économique de la créativité. Et je pense qu'on s'acharne à essayer de le démontrer. Et là, on commence vraiment à avoir des chiffres. Donc voilà. Donc ça ne m'étonne pas du tout parce que moi, tous les jours, je le vois avec mes clients, comment une très bonne campagne pour relancer une marque, pour lancer une marque, pour shifter d'un produit à un autre, comment ça a, quand c'est réussi, énormément d'impact. On a lancé le Safer Phone avec Orange l'année dernière. À Noël, on l'a lancé. C'est-à-dire un téléphone qui est beaucoup plus responsable pour les ados. Ça a été un carton en termes de business. On a été en stock épuisé à Noël. Drainé par la bonne campagne. Drainé par la bonne campagne, mais par ailleurs, c'est une idée de responsabilité au départ, de faire en sorte que nos adolescents aient quand même des téléphones qui soient safe. Et après, il se trouve que c'est aussi une idée business. Donc oui, ça ne m'étonne pas et je pense que dans le monde dans lequel on vit, avec l'IA, etc., les idées qui toucheront les gens et qui seront très créatives, une fois encore, auront plus de chances de passer le mur du son par rapport à la fragmentation des médias et évidemment la multiplication des contenus qu'on subit tous les jours. Il y a 2-3 ans, Cannes Lions, on voyait arriver l'IA en se disant ça va tuer les créatifs, ils vont tous perdre leur boulot. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est rassuré en se disant l'IA, c'est notre ami quand on est créatif. C'est votre position ? Oui, c'est-à-dire que 3 ans après, on se rend compte que d'abord les créatifs, c'est ça qui est formidable. Ils existent toujours. Alors, plus que jamais, sauf qu'ils ont juste appris, il y a 30 ans, ils ont appris avec Photoshop, et là, ils ont appris l'IA, et évidemment, ils ont été extrêmement agiles, parce que comme ça leur simplifie drôlement la vie... ils sont prompteurs maintenant. Voilà, et ça leur simplifie tellement la vie pour valoriser leurs idées beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Ils l'utilisent évidemment, donc en effet, il y a plus de maturité par rapport à ça. Ce qui me frappe par ailleurs, c'est qu'on l'a vu pendant le festival déjà, on est moins dans l'idée pour l'IA, c'est-à-dire qu'il y a moins de gimmicks autour de l'IA. Il y a une maturité aussi de ce point de vue-là. On ne se laisse pas séduire par des idées comme ça. Marcel fait toujours sa campagne chaque année avec l'IA. C'est leur kiff aussi. C'est leur kiff aussi. Puis de toute façon, on fait tous des campagnes avec l'IA. Toutes les agences font des campagnes avec l'IA. Il se trouve que Marcel, c'est vrai, une agence qui est née vraiment du monde du digital, qui va beaucoup plus vite que les autres, qui est en avance sur tout. Et évidemment, c'est normal qu'il soit meilleur à ce jeu-là en termes d'activation et de campagne. Mais la réalité, c'est que de toute façon, tout le monde l'utilise. Et je trouve intéressant cependant qu'au Craft Film, le jury ait décidé de choisir justement des films qui disent à quel point, quand il n'y a pas d'IA, mais qu'il y a vraiment énormément de métiers traditionnels, à l'ancienne, tous ces métiers qu'on aime, on peut faire des choses absolument sublimes. Ce qu'on a vu en Craft Film, c'était vraiment extraordinaire. Je recommande à tout le monde d'aller voir les gagnants de cette catégorie. Merci beaucoup, Agathe. Vous êtes très occupée. Il y a encore des lions qui vont arriver. On croise les doigts pour la France et pour Publicis, évidemment. Merci beaucoup d'être venu quelques minutes. Merci. Et un nouvel invité, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Luc Chétric, directeur général de l'Union des marques et président de la CPM depuis quelques semaines. Oui, merci. François de m'accueillir ici à Cannes. Voilà, ici depuis le M Gallery à l'occasion de ces Cannes Lions. Là, on va parler de l'actualité, c'est la CPM. Je crois que ça te prend beaucoup de temps en ce moment puisque tu viens d'être nommé président. Il y a tout un chantier autour. Et là, vous allez lancer dans quelques jours un nouveau baromètre sur la puissance des marques médias sur les réseaux sociaux. Ce sera à partir du 24 juin. En quoi c'est un outil qui est absolument intéressant pour les marques notamment? Je peux parler des annonceurs. Bien sûr, on est très heureux. Et moi qui arrive à la CPM, je suis particulièrement fier de pouvoir être là pour ce lancement important. Lancement qui répond aux enjeux de la CPM, qui est d'assurer une mesure indépendante, transparente, auditée, contrôlée, certifiée. Donc on a un outil qui va répondre à ces enjeux, qui a été co-construit avec l'ensemble des acteurs et qui va permettre ainsi de comprendre le rayonnement social d'une marque média sur les réseaux sociaux et ainsi de pouvoir commencer à observer ce que nous savions mais que nous n'arrivions pas à mesurer, c'est que les marques médias, les marques de presse mais pas uniquement de presse, ont une présence aujourd'hui sociale infiniment plus importante que celle que nous pouvions imaginer encore il y a quelques années et qui renforcent leur puissance. Ça apporte quoi aux annonceurs d'avoir ce genre de baromètre ? Ça va permettre... C'est pas un outil de média planning, le social index. Non, mais ça permettra de conforter les choix des annonceurs quand ils décident d'investir sur ces plateformes, sur ces médias, parce qu'ils sauront qu'ainsi, ils touchent un public par les réseaux sociaux qui est extrêmement large.
Le Social Index, ce sera à partir du 24 juin. On découvrira évidemment ce baromètre. Tu es ici au Cannes Lions, évidemment, où tu rencontres énormément d'acteurs, notamment anglo-saxons. Toi, ton grand combat, c'est la mesure. On le sait, tu le répètes en permanence, que ce soit en tant que membre du conseil d'administration de Médiamétrie, mais également aujourd'hui depuis ta prise de présidence à la CPM. Beaucoup d'acteurs américains ici qui... certains sont un peu, disons, sur deux jambes. D'un côté, ils veulent absolument de la mesure. De l'autre, ils ont beaucoup d'auto-mesure. Avec les rendez-vous que tu as aujourd'hui, les discussions, est-ce que tu es optimiste justement sur la capacité à tous ces grands acteurs à rentrer dans des mesures certifiées par des organismes notamment nationaux? Bien sûr, plus que jamais. Plus que jamais. Bonnes intentions. Plus que des intentions, des faits qui, petit à petit, renforcent notre conviction que tous les acteurs vont rentrer dans des systèmes de mesure, comme je l'évoquais, qui soient transparents, indépendants. Netflix a été un de ceux-là en rentrant très rapidement chez Médiamétrie. Amazon a suivi. D'autres vont suivre. Google, on les attend toujours. Bon, je ne suis pas là pour faire les annonces à la place de Médiamétrie, donc je laisserai à Médiamétrie le soin d'annoncer ce qui doit être annoncé. Mais en tout cas, les discussions que j'ai pu avoir ici confortent cette idée que tous les acteurs ont compris que pour participer du marché publicitaire de façon pérenne, il faut accepter d'être mesuré parce que c'est ce que les annonceurs demandent. Et au fond, c'est quand même le marché qui doit dicter la vitesse à laquelle cette évolution doit se réaliser. Alors après, il faut le faire d'une façon consistante. Et c'est là où je pense que c'est la chance que j'ai à la fois à travers les casquettes que tu as pu évoquer, mais aussi ma casquette internationale avec la WFA, la Fédération mondiale des annonceurs. Dont tu es trésorier, on le rappelle. Dont je suis trésorier et qui me permet ainsi d'avoir des conversations globales. Et donc la mesure, oui, l'automesure, non, mais une mesure qui puisse être globale. Donc on va vers des standards. C'est une évolution qu'il faut que tous les acteurs comprennent. Nous ne pourrons pas créer à Paris une mesure spécifique. Nous devons pouvoir nous appuyer sur les standards du MRC. Nous avons le Mediamat, nous avons des MRC 1, 2. Nous devons avoir un set de mesures. Au fond, la demande des annonceurs, ce n'est pas d'avoir la mesure miracle qui fait tout, mais c'est d'avoir un set de mesures en planning qui permettent de pouvoir faire une couverture et une répétition dédupliquée. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Alors, à la fois, tout ce qu'on demande, c'est simple à décrire, c'est complexe à réaliser, mais je crois qu'on est très bien équipé avec Médiamétrie et la CPM pour pouvoir mener à bien ce type de projet. Gauthier Piquet, dans mes colonnes, patron de Publicis Média France, s'en prenait un peu à Meta en disant on va peut-être les sortir des benchmarks, d'abord parce qu'ils ont dit que les agences médias allaient peut-être être remplacées par de l'intelligence artificielle, mais aussi parce que Meta ne veut pas rentrer par exemple dans la mesure cross-média de Médiamétrie. Quelle est ta position par rapport à ça? Parce qu'ils sont quand même incontournables. Aujourd'hui, il y a un usage et il y a des vraies audiences. Alors, Meta participe au projet Origin et au projet Aquila et donc travaille au Royaume-Uni et aux États-Unis, qui sont deux entreprises désormais qui travaillent à cette mesure cross-média. Dans les heures qui viennent, Origin va annoncer des progrès majeurs dans le développement de sa mesure. Et nous, en France, Union des marques, nous voulons être le troisième pays après le Royaume-Uni et les États-Unis à entrer dans cette mesure cross-média. Meta y participe donc. Donc je ne doute pas que Meta viendra rejoindre l'ensemble des acteurs français et internationaux dans l'initiative cross-média de Médiamétrie. Ça prend un peu plus de temps qu'on pourrait le souhaiter, mais ce n'est pas très grave non plus parce qu'il faut quand même déjà qu'on aligne tout le monde. Il faut faire les choses dans le bon ordre. La France n'aurait pas pu initier Origin ou Aquila. Il faut beaucoup d'argent et les annonceurs anglais ont mis presque 30 millions de livres dans ce projet. Donc c'est un financement en grande partie annonceurs. Les plateformes y ont contribué, c'est normal, puisque jusque-là, elles ne contribuaient pas à la mesure. Donc chacun va trouver sa part de l'investissement et Meta trouvera sa part et sa place dans cette discussion cross-média. La grande annonce qui a surpris tout le monde, c'est un accord entre Netflix et TF1. Ouais. Ça a surpris tout le monde ici au Cannes Lions. On n'avait pas beaucoup l'habitude d'avoir des grandes annonces. Ouais. Là-dessus, c'est première au monde, puisque Netflix va se distribuer les contenus de TF1 et de TF1+, qui seront pubés par la régie de TF1. Tu as été étonné par cet accord et est-ce que c'est une bonne chose? Surpris et positivement surpris.
Je félicite Rodolphe Belmer pour ce choix et les équipes de TF1. C'est une formidable opportunité de montrer qu'un broadcaster français qui a créé une plateforme de streaming TF1+, qui est puissante, peut, par l'hyperdistribution, par la distribution sur une plateforme elle-même très puissante, trouver des points de croissance potentielle. Et en tout cas, ça hybride les formats et les distributions. C'est une bonne nouvelle parce que ça va renforcer TF1. Et nous, on est très heureux quand les acteurs français adoptent des solutions qui sont les seules qui peuvent fonctionner. C'est-à-dire l'hyperdistribution, la collaboration. C'est un acteur local ne peut pas seul faire face aux enjeux auxquels est confronté le monde de la publicité. C'est ce qu'avait fait Canal+ aussi auparavant. Absolument. Canal+ a fait un autre choix d'ailleurs. Alors, a fait ce choix-là, mais on a fait un autre qui est l'expansion internationale pour gagner en scale et ainsi pouvoir aussi à un moment faire face aux enjeux de coûts de production d'une série auxquels ils peuvent accéder désormais par leur scale internationale. Donc le mouvement de TF1 est un très bon mouvement. Très bien, merci beaucoup Jean-Luc. Et bonne fin de Cannes Lions. Merci à toi. Et puis rendez-vous le 24 juin pour le Social Index, le nouveau baromètre de la CPM. Avec grand plaisir. Merci. Et un nouvel invité ici depuis le M Gallery pour ces Cannes Lions 2025. J'ai le plaisir de recevoir Fabrice Mollier, président de Canal+, Brand Solutions. Bonjour Fabrice. Bonjour François. Merci d'être avec moi, de partager ces quelques instants entre deux rendez-vous. Je crois que tu parcours la croisette depuis quelques heures. Back and forth. Qu'est-ce qu'on vient y faire quand on est patron de la régie de Canal ici à Cannes? On voit des techs, des partenaires. Alors c'est vrai que c'est très rythmé et discipliné. On vient à 4. C'est un peu en fait quelque part Cannes Lions, c'est un peu l'ADN Canal, c'est-à-dire il y a une partie créativité qui est la partie historique. J'ai 2 personnes qui sont plutôt dans la zone, on va dire palais. On peut presque dire le festival on. Et puis à 2 avec ma directrice digitale innovation, on fait plutôt des rendez-vous tech, une vingtaine. À la fois un mélange de partenaires avec qui on fait un point sur l'actu, les projets, etc. Et puis aussi des rendez-vous de prospection, de nouvelles boîtes tech qui arrivent en Europe, qui ont des projets, qui commencent à proposer des solutions un peu innovantes qu'on rencontre un peu en prospective. C'est quoi tes sujets là en ce moment? C'est vrai que vous êtes souvent très innovant dans les offres publicitaires, dans la créativité que vous apportez sur votre plateforme, notamment Canal+. D'ailleurs, il y a eu pas mal d'annonces qui ont été faites tech très récemment. On en a parlé, un nouveau lecteur, l'arrivée sur Vision Pro. Qu'est-ce que tu as, alors sans peut-être trop nous révéler les prochains, mais c'est quoi tes gros sujets, là, tes besoins? En fait, c'est toujours faciliter l'accès à nos inventaires. Mais en privilégiant, ça va être un petit peu galvaudé, mais privilégier la valeur, c'est-à-dire justement ne pas tomber dans un automatisme où on est noyé dans plein d'inventaires et le client n'a plus même la vision de ce qu'il achète. Donc ça, c'était un peu ce qu'on pouvait avoir comme risque les années précédentes. Et nous, ce qu'on met vraiment en avant aujourd'hui, c'est la valorisation de nos inventaires et en fait, quelque part, la remise en bouche sur les contextes premium, qui, je trouve, est une tendance qu'on vit sur le linéaire et sur le non-linéaire. Et certaines solutions tech, aujourd'hui, sont beaucoup plus dans l'apport au client d'une transparence sur la valeur, et ça, c'est très intéressant. Quelles sont les innovations marquantes pour cette année et qui pourraient arriver sur l'offre de Canal+ Brand Solutions que tu as vu ici au Cannes Lions? Alors, cette année, les rendez-vous tech, on les a trouvés très intéressants parce que ce qu'on veut mettre en avant, c'est la valeur de nos inventaires et surtout la transparence pour nos clients de l'accès justement à cette valeur. Et pas mal de solutions tech sont assez justement innovantes, intégrant ou pas de l'IA d'ailleurs, qui est un peu un des buzzwords évidemment de Cannes. Mais pour te donner 2 illustrations de ce que ça veut dire chez nous, chez Canal, on a mis en place récemment, grâce à l'IA, une capacité de faire des résumés de la Champions League très vite. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un droit ultra premium, mais faire un résumé, ça prend du temps. Des gens individuellement peuvent faire des résumés de leur côté et après quand tu fais une recherche sur un site de recherche par exemple, tu peux tomber sur des gens qui ne sont pas du tout au Canal et qui voilà. Donc nous il faut qu'on gagne cette bataille, c'est la vitesse. Et donc aujourd'hui on a mis en place sur la demi-finale PSG Arsenal justement ces résumés avec des millions de vues instantanées, ce qui est à la fois très bon pour la marque et puis très bon pour la régie.
que je représente, puisque ça nous donne des inventaires ultra qualitatifs à proposer à nos clients. Donc ça, c'est une illustration de ce que l'IA peut amener, non pas comme destructrice de valeur ou disruption, mais justement d'apport sur de la création de contenu à forte valeur ajoutée pour les abonnés et pour les clients. On voit que les accords entre les grands groupes européens, français, plateformes américaines, c'était un peu timide au départ. TF1 et Netflix ont annoncé qu'ils allaient faire un accord de distribution qui a un peu étonné tout le monde d'ailleurs. Vous avez été précurseur chez Canal+, puisque vous avez intégré non seulement Netflix, mais également d'autres plateformes comme Max, dont vous êtes d'ailleurs, on le rappelle, la régie publicitaire depuis un certain temps. D'ailleurs, c'est, je crois, quasi unique au monde avec les Pays-Bas. Est-ce que finalement... c'est la bonne stratégie aujourd'hui d'aller encore plus loin, de se dire non, c'est pas nos ennemis, mais ça peut être des partenaires à forte valeur ajoutée, ces grandes plateformes américaines. Alors, comme souvent, les stratégies, elles peuvent s'apprendre un peu en marchant. L'accord Canal-Netflix, qui a déjà été renouvelé 2 fois, donc qui est déjà historique, alors, qui doit remonter à 5 ans. Il n'est pas publicitaire, c'est oui. distribution. C'est d'intégrer justement Netflix dans les offres Canal, avait un peu surpris tout le monde, puisqu'on les voyait, on voyait les 2 groupes ennemis, et en fait, on les a vus s'associer. C'était à l'époque une agrégation plus commerciale que réel pour l'abonné. C'est ce qu'on appelle un bundle en fait. Exactement, c'était comme un bundle, mais qui montrait en fait une alliance sur de la conquête d'abonnés, la possibilité pour Netflix d'accéder à un parc important, etc. On a raffiné ce modèle qu'on appelle aujourd'hui super agrégateur, qui est unique au monde, qui nous permet d'avoir effectivement, comme tu le disais, un certain nombre de plateformes. Vous avez Apple avec TV, Apple vous avez TV, Paramount. on est les seuls à l'avoir fait avec ce qu'on appelle de l'ingest, c'est-à-dire les contenus sont dans l'application Canal. Donc là, on n'est plus dans le bundle commercial pour les abonnés, on est vraiment dans une expérience. Et aujourd'hui, effectivement, on l'a complété. C'est aussi la stratégie de la régie, d'être agrégateur. Donc tu connais notre accord historique avec UGC ou avec Eurosport Discovery. Effectivement, avec Max, on a développé ce modèle de manière géniale parce que pourquoi en fait on a fait cet accord? C'est que pour Warner, c'était une possibilité de bénéficier de notre savoir-faire premium. Mais pour nous, c'est aussi un terrain de jeu formidable. À un moment où sur l'application Canal, il y a peu de pubs, donc ça a aussi un terrain de jeu formidable. Encore un exemple d'IA qu'on est en train, et on va le tester avec Max, donc pour te montrer jusqu'où on va, c'est qu'on va développer grâce à une IA un scan de tous les contenus sur les moments, les types de contenus, etc. pour permettre, ce qu'est un fantasme que les publicitaires ont depuis des années, de mettre dans un mid-roll, une pub pour une destination quand on vient juste d'en parler dans une série ou quand ils font à manger. Le contextuel avec la pub derrière grâce à l'IA. On va le tester sur Max au 2e semestre. Et puis si tout ça se passe bien, on l'intégrera chez Canal+. Et finalement, tu vois, c'est un vrai très vertueux pour tout le monde. Allez, on n'est que entre nous. Est-ce qu'il y a d'autres accords qui peuvent se profiler actuellement, des discussions notamment publicitaires puisque c'est ta partie, alors finalement, cette année, donc évidemment on a rencontré plein de gens au Cannes Lions, mais cette année on va finalement être plus regardés nous-mêmes. Et on va aller dans 2 directions. D'abord, et c'est surtout l'international. Donc, comme tu le sais, maintenant, nous sommes une boîte cotée et présente dans 52 pays. Historiquement, plutôt avec 52 canals, en fait, dans les 52 pays. Et on doit, pour des raisons de concurrence mondiale, de taille critique, émerger en tant qu'une seule proposition, une seule plateforme, avec l'arrivée de MultiChoice, notamment en Afrique Alors, du Sud. En plus, ça va accélérer. Donc ça, on va attendre que ça se réalise, puisque pour le moment, on est toujours dans l'attente de l'acquisition qui devrait arriver en septembre-octobre. Et donc, en fait, publicitairement et en niveau tech, en fait, ça va avoir des impacts pour Canal. Et donc, quand on parle à nos partenaires, la nouveauté, c'est qu'on leur dit « Attention maintenant, c'est pas que la France, il faut qu'on raisonne avec ces 52 pays dans tous nos projets. » Ça veut dire que Canal+ Vente Solutions sera capable à terme de vendre le monde entier, en tout cas tous les marchés présents. Alors, c'est pas le commerce qu'on va mettre en avant, mais en tout cas, la couche tech va être dans toutes nos pensées. Ça veut pas dire... standardisé. Voilà. Le succès de Canal, c'est quand même aussi cette agilité à être un partenaire local partout. Donc on ne va pas devenir monolithique, mais ça veut dire qu'en tout cas, à chaque fois, on pensera monde quand on fera tous nos développements. Donc ça, c'est très intéressant. Et pour nos partenaires, c'est une nouvelle façon d'aborder une relation avec Canal. Voilà, vous parlerez le même langage à des grandes boîtes internationales, avec les mêmes standards. Exactement. Et c'est ça l'objectif, c'est d'avoir le même langage. Merci beaucoup Fabrice. Mais merci François. Je te laisse poursuivre tes rendez-vous. Quel bel endroit. Les journées sont encore longues au Cannes Lions et merci d'avoir été avec nous. Merci François, bonne journée.
Et un nouvel invité, j'ai le plaisir de recevoir Geoffrey Fossier, CMO d'Audion. Bonjour, bienvenue. Salut François. Merci d'être avec nous. Audion qui est présent cette année vraiment de façon un peu officielle pour la première fois au Cannes Lions. L'événement précédent, c'était le Podcast Show qui avait lieu à Londres. C'est un peu la grande messe européenne internationale autour du podcast. Qu'est-ce que tu en retiens des grandes tendances autour de digital et évidemment ce que tu as vu ici au Cannes Lions? Alors en effet, le Podcast Show, pour resituer, c'est un énorme événement. C'est l'événement de référence sur le podcast qui arrive à driver des gens, évidemment en Angleterre, mais partout en Europe, mais aussi aux États-Unis. C'est 15 000 personnes sur 2 jours, donc c'est très dense. 3 grandes tendances qu'on a identifiées. Alors évidemment, on n'a pas besoin d'aller là-bas pour le savoir, mais peut-être encore plus que jamais l'intelligence artificielle qui résonne aussi un peu partout ici à Cannes, qui vient irriguer un peu tout, les technologies évidemment, les processus de création, de production, etc. etc. La deuxième tendance, ça sera probablement celle du programmatique. Lorsqu'on regarde un petit peu les chiffres, l'écosystème du podcast, c'est d'un point de vue international 7 milliards de dollars d'investissement publicitaire, ce qui est très bien parce que ça a été longtemps sous-estimé. Et dans ces 7 milliards de dollars, on a uniquement, si j'ose dire, 25% de tout ça qui est fait de manière programmatique. Quand on regarde dans le rétroviseur, ou plutôt dans le miroir, ce qui se fait notamment en termes de programmatique sur le display ou la VOL, qui sont des formats beaucoup plus matures, on peut se dire que la route est toute tracée sur notamment le podcast, sur justement le développement de ce programmatique, avec un marché qui arrive enfin à maturité. Et enfin, le dernier point, c'est notamment l'hybridation entre vidéo et audio. Des formats audio natifs qui sont en effet en termes de consommation de plus en plus écoutés et surtout une consommation vidéo qui commence à changer. On va de plus en plus sur Dailymotion, sur YouTube pour lancer des vidéos, mais surtout écouter le son de ces vidéos. Exactement. Aux États-Unis, YouTube, je crois, est la première plateforme d'écoute du podcast aujourd'hui. Exactement. Et on imagine que ça va arriver. Pendant longtemps, on a été un peu puriste en se disant l'audio c'est l'audio, la vidéo c'est la vidéo, mais en fait, les deux ne s'opposent pas forcément. Aujourd'hui, on le voit bien, notamment parce que l'usage et les annonceurs le demandent, en fait. Pourquoi ? Exactement. C'est parfaitement complémentaire. C'est un usage qui est un peu émergent, donc c'est aussi pour ça que c'est un peu nouveau, finalement. Et nous, chez Audion, en tant que leader de l'audio digital, c'est quelque chose qu'on propose à nos partenaires, marques, agences, médias, et on avait surtout besoin, et on a toujours besoin, de démontrer l'efficacité évidemment de ce qu'on vend, de ce qu'on propose. Et l'audio in vidéo, qui sont du coup ces nouveaux formats qu'on va voir émerger à travers cette révolution de l'écoute audio à travers la vidéo, on avait besoin aussi, nous, finalement de montrer ces KPI de performance. C'est ce qu'on a fait notamment avec Explain, en lançant une étude pour démontrer que audio natif et audio in vidéo, c'est pas opposé, c'est parfaitement complémentaire. Avec des KPI qui démontrent toute l'efficacité de cette combinaison, on a de l'incrément sur de la mémorisation de marque, de la mémorisation de messages et aussi de la considération. Ce qui montre que finalement sur l'intégralité du funnel marketing, on a une efficacité lorsqu'on vient combiner ces deux médias et ces deux univers. Voilà, une étude à retrouver sur le site de The Media Leader, puisqu'on l'avait publié en exclusivité, cette étude Audion avec Explain. Merci beaucoup Geoffrey. Merci à toi. Et très bonne journée. Merci bien. Et un nouvel invité ici sur les bords de la piscine du M Gallery à l'occasion de ces Cannes Lions. J'ai le plaisir de recevoir Stéphane Delaporte. Bonjour Stéphane. Bonjour François. Tu as été directeur général de la Régie 366 jusqu'à il y a quelques semaines. Ouais. Et là aujourd'hui tu viens nous annoncer la suite, puisque tu lances une nouvelle activité. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Alors j'ai créé une SAS, qui est une petite structure aujourd'hui qui s'appelle Inodia, I2NODIA. Pour Innov Media, c'est pas très... Voilà, mais je trouve que ça sonnait bien. Et l'objet de cette structure, c'est de continuer à travailler avec notamment les gens pour qui j'ai travaillé depuis très longtemps, sur tout ce qui concerne les massifications, les projections, les transformations numériques, tout ce qui fait que en fait, notre métier est en train de vivre sa mutation avec une accélération absolument phénoménale avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et je me faisais la réflexion de Cannes, qui est de dire, il y a 10 ans, quand je suis venu à Cannes, en fait, il y avait toutes les plateformes internationales et on pensait que c'était des one-shots, qu'ils venaient là pour vraiment montrer ce qu'ils savaient faire et que l'ensemble de l'écosystème plus traditionnel reprendrait ses positions. Et en fait, pas du tout. Donc ça veut dire quoi ? Que l'avenir a toujours raison, en fait, dans nos métiers. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est intéressant, ce qui se passe à Cannes aujourd'hui, c'est que ça projette véritablement la façon dont nos métiers vont être structurés demain autour des solutions technologiques, de la plateformisation
et forcément de la massification des marques médias, en particulier de celles que je connais bien. Du coup, c'est la liquidité de la technologie, de la créativité qui dépasse toutes les frontières, c'est un peu ça que tu veux dire? C'est un peu ça, et aussi dire que lutter contre ça, c'est un combat qui est perdu d'avance en fait. Oui, c'est Et comme donc, se dire on est face aux grandes plateformes. C'est ça quand on voit que TF1 fait un gros deal avec Netflix. Tout ça, c'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour, par exemple, si on prend les publishers français, aller contre ça ou ne pas assumer le fait qu'il faut aller dans cette direction, c'est forcément des mauvais combats. Que va faire Inaudia alors? Inaudia va participer, en tous les cas, j'espère. Je travaille déjà aujourd'hui pour mes anciens actionnaires et mes anciens patrons, en fait, 366, pour hein. 366 sur des sujets que je ne peux pas complètement dévoiler aujourd'hui, mais qui tournent autour de tout ce qui concerne la plateformisation, la massification et le rapprochement de sociétés qui traitent grosso modo des sujets de territoire communs pour les rendre plus puissantes et faire en sorte que la proposition de valeur se retrouve dans un one-stop shop. Voilà, la proposition de valeur globale. Tu avais mené l'arrivée de 20 minutes dans les inventaires de 366. L'idée, c'est d'aller encore plus loin dans l'agrégation des inventaires. C'est ça aussi, hein? Oui, en partie. Alors, 366 ou d'une façon plus générale la PQR, mais je laisserai bien sûr la PQR et 366 en parler puisque c'est leur sujet. Mais l'idée, c'est toujours de regarder comment est-ce qu'on peut être plus puissant, plus pertinent dans la proposition de valeur à partir du moment où on réunit des forces qui sont complémentaires et des forces complémentaires qui s'agrègent d'une façon positive. Hein, c'est-à-dire que voilà, vous avez une proposition de valeur de la part des médias, il y a des gens qui font des propositions de valeur sur des stratégies marketing, digitales qui sont très puissants. Il y a quelque chose à faire avec ça. Très bien, merci beaucoup Stéphane et bon lancement de ton C'est moi qui te activité. remercie infiniment. Merci François.